Donc la Banque de la Transition énergétique, ça a été lancé il y a 2 ans au sein de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une initiative régionale. Il y avait deux idées derrière ça. La première, c'était de pouvoir monter en expertise sur les demandes de financement, parce que historiquement, on ne savait pas forcément financer les demandes de financement des énergies renouvelables. C'est des analyses qui sont un petit peu particulières et qui sont différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc il fallait qu'on monte en expertise, donc on a créé un pôle dédié au sein de la Banque Populaire, et de pouvoir donner à nos épargnants la capacité d'affecter leur épargne sur des financements de transition énergétique et pas sur d'autres typologies de financement qu'on pourrait financer au sein de la Banque Populaire. Donc nous, ce qu'on apporte, c'est à la fois une épargne verte et traçable, de l'expertise pour la partie financement, des offres de financement qui sont dédiées et qui sont adaptées au financement de la transition énergétique. Et ensuite, on a tout un volet de partenariat, parce que nous, l'objectif, c'est pas juste de répondre à votre demande de financement en tant que porteur de projet, mais c'est aussi de pouvoir vous apporter des solutions globales. Et donc pour ça, il faut qu'on puisse s'entourer de partenaires qui sont de qualité, et que ce soit des installateurs photovoltaïques, des bureaux d'études, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des maîtres d'œuvre. L'objectif, c'est de pouvoir vous accompagner sur toute la chaîne de votre projet. Nos champs d'action, on va les résumer en 3. C'est la transition énergétique de manière globale, donc à la fois les énergies renouvelables, où on va retrouver la méthanisation ou le photovoltaïque, et les autres ENR. Un volet sur la partie performance énergétique, donc là ça va vraiment être la partie rénovation, soit la rénovation de l'habitat individuel ou des entreprises, mais aussi de leur processus industriel avec par exemple des systèmes de récupération de chaleur. Et enfin un volet innovation, qui lui va être sur les technologies qui sont un peu moins matures, comme l'hydrogène ou le stockage d'énergie par exemple. Et au niveau des clients qu'on peut accompagner, donc c'est toute typologie de clients, que ce soit des particuliers, des entreprises, des professionnels, des collectivités locales ou des institutionnels. Hop. Voilà, j'en ai fini, c'était rapide sur la Banque de la Transition énergétique. Je vais laisser la main à Jérôme, du coup, sur la partie contrat d'énergie et les obligations de chaque partie. Bien, bonjour. En quelques mots, je suis avocat. Je travaille uniquement dans l'énergie. Donc, s'il y a des questions de droit rural, je ne connais pas. C'est uniquement l'énergie. Or, l'énergie pour le monde agricole aujourd'hui, c'est très important. Et puis, je suis très content d'être à Clermont parce que je suis clermontois et en plus, je suis d'une famille d'éleveurs de charolais, donc ça me fait d'autant plus plaisir. Donc, le contexte, alors quelques petites choses. Le contexte actuel de l'énergie, les contrats d'achat, avec notamment l'exemple du photovoltaïque, qui est le principal exemple pour les agriculteurs, même si en effet il y a pas mal de méthanisation. Mais le PV, c'est quand même un élément qui est essentiel pour les agriculteurs. Je me souviens, il y a des années, j'avais des oncles qui me disaient que le photovoltaïque, ce n'était pas pour les agriculteurs, parce que ça ne les concernait pas. Puis au bout du compte, ils se sont bien mordus les doigts, en tous les cas ceux qui ne sont pas lancés dedans. Parce que le photovoltaïque, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour les agriculteurs. Et d'ailleurs, quand on voit toutes les boîtes qui sont ici présentes, je pense à Ténergie, à Technique Solaire et autres, on voit l'intérêt que l'agriculture peut avoir auprès des opérateurs de solaire. Un contrat, c'est bien, mais il n'y a pas tout dans un contrat. Pour ceux qui ont déjà eu des échanges avec EDF, obligation d'achat. Et enfin, quelques points d'alerte, parce qu'il y a des agriculteurs qui veulent faire du repowering sur leur centrale, dire enlever les panneaux et en mettre des nouveaux qui marchent beaucoup mieux. Il faut faire attention, on ne peut pas faire n'importe quoi quand on remet des panneaux neufs sur une centrale qui est existante. Oui, pour information, je suis aussi l'avocat de DFOA, donc allez pas vous fâcher avec EDFOA, sinon je serai en conflit d'intérêt. Donc le contexte actuel de l'énergie, vous entendez parler partout que l'énergie, ça devient cher. C'est cher. L'électricité, c'est cher et ça va continuer à l'être. Le gaz, pareil. Le gaz, on va avoir des tensions sur l'approvisionnement en matière de gaz et qui vont encore durer plusieurs années, au moins 5 ans. En matière d'électricité, on pense que les prix ne vont pas baisser avant 5 ans. Donc faites du PV, faites du biogaz si vous pouvez le faire, parce que réellement, la nation vous attend. Non, j'exagère, mais réellement, il y a une demande de la part des industriels, des entreprises pour avoir de l'énergie qui arrive et qui puisse faire tourner les usines. Attention parce qu'on navigue encore à vue. Le ministère de l'énergie et notamment la commission de régulation de l'énergie dit bien qu'on navigue à vue sur le domaine énergétique. Donc il y a des très très belles opportunités pour ceux qui ont du foncier et ceux qui ont également la possibilité de faire de la méta. Mais en tous les cas, aujourd'hui, la France est quand même en difficulté réelle au niveau énergétique. Il n'y a pas de théorie du complot. C'est vraiment qu'on a un problème aujourd'hui sur le domaine de l'énergie. Et puis enfin, l'économie d'un pays, oui, l'énergie, pour moi, c'est comme l'alimentation. L'alimentation, elle tourne autour du soleil.
pour que l'herbe elle pousse, l'énergie elle est revenue vers le soleil avec le photovoltaïque. Donc il y a une logique, je trouve, entre ce sujet énergétique, entre l'alimentation et le gaz et l'électricité. Et ce n'est pas un produit comme les autres. Donc, alors, une petite chose quand même pour ceux qui sont intéressés pour avoir des contrats avec EDF. EDF est ce qu'on appelle un acheteur obligé. Il doit vous acheter l'énergie qui sort de votre centrale électrique. Mais c'est un service public. Son activité, elle est donc strictement régulée par l'État. L'EDF ne peut pas faire n'importe quoi. Si EDF, par exemple, imaginez que vous sortiez votre électricité à un prix, on va dire vous la sortez à 100 € le mégawattheure, que sur le marché, le prix est à 40 € le mégawattheure. Eh bien EDF va être compensé par l'État à hauteur de 60 € le mégawattheure. Mais EDF n'est compensé par l'État que si son contrat il a bien été signé, il a bien été exécuté et qu'on ne fait pas n'importe quoi lorsqu'on l'en produit. S'il y a des aléas, eh bien, EDF a tendance à dire moi, votre contrat, je le fais sauter ou je le mets en suspens. Et donc, ça crée des tensions avec les agriculteurs et de façon générale avec les producteurs. Donc, EDF, c'est un service public et derrière, il a des obligations et il doit s'y conformer. Sinon, il se met lui-même en difficulté. EDF doit donc surveiller ses engagements lors de l'élaboration du contrat qu'il fait avec l'agriculteur et également lors de son exécution jusqu'à son terme. Sachez aujourd'hui, alors il y a des agriculteurs aujourd'hui qui ont des contrats existants avec EDF. On appelle, alors j'en parle, alors on les nomme en fait, ils ont des petits noms sympathiques, S06, S10, S11, S17, S21. En fait, le S06, c'est le modèle de contrat qui a été élaboré par l'État en 2006. Le S10, c'est le modèle qui a été fait en 2010. Donc peut-être que certains d'entre vous ont un contrat avec EDF de 2010 et une centrale électrique qui tourne. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le S21. Le S21, pour les centrales jusqu'à 250 kg, donc jusqu'à, alors je peux faire d'ailleurs jusqu'à 500-600 mètres carrés, je crois, autour de ça, c'est géré par le contrat dit S21. Et pour ceux qui veulent faire des centrales au sol, souvent ce ne sont pas des contrats qui sont prédéterminés par l'État, ce sont des contrats qui font l'objet d'un appel d'offres, c'est la commission de régulation de l'énergie, bon, peu importe. L'important, c'est que quand vous êtes en discussion avec EDF, il y a un contrat. Ce contrat, il faut savoir le lire. Il faut bien comprendre que pour ceux qui ont fait du photovoltaïque, ce sont des gros investissements. Il y a des montants de 200, 500, 1 million, 10 millions, voire plus. Donc des très gros investissements. Un gros investissement, ça ne se gère pas comme ça au doigt mouillé. On ne tope pas dans la main. Un gros investissement, il y a un contrat, il y a des obligations, il faut les respecter, sinon on se met en risque. On se met en risque précisément avec sa banque à financer et avec EDF. Dans le contrat, il n'y a pas de piège. EDF ne cherche pas à vous piéger, ne cherche pas à piéger de façon générale, mais il ne faut pas les piéger non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre, il faut savoir lire son contrat. Alors, je repars encore sur le photovoltaïque. EDF a l'obligation d'acheter votre énergie. Bien. À un prix qui est fixé par l'État. OK. Toute l'énergie injectée sur le réseau public d'électricité. Sauf quelques exceptions. Pour les auxiliaires, les auxiliaires, c'est les propres installations techniques qui servent à faire tourner votre centrale photovoltaïque. Et de plus en plus, pour l'autoconsommation. Aujourd'hui, on veut favoriser l'autoconsommation. On sait que c'est très intéressant pour les opérateurs qui font de la méthanisation. Parce que la méta, elle-même, elle consomme beaucoup d'électricité. Donc il est intéressant de pouvoir récupérer l'électricité, par exemple de panneaux photovoltaïques, qui va sortir à entre 80 et 100 € le mégawattheure, et d'utiliser cette énergie pour les installations de méthanisation. C'est plus intéressant aujourd'hui que d'aller soutirer de l'électricité qui vient du réseau. Ou sur les prix actuels, on est plutôt aux alentours de, allez, je ne veux pas faire peur, mais entre 400 et 600 € le mégawattheure. Il y a un an, on était à 50, je vous le dis. On a fait x10. Donc l'autoconsommation aujourd'hui, elle est encouragée par l'État et elle sert notamment les installations de méthanisation où ils mettent des panneaux photovoltaïques au-dessus du site de méthanisation, voire à côté du site de méthanisation. Donc le producteur de son côté doit en principe vendre toute son énergie, modulo les exceptions dont je vous ai parlé, en miroir des propres obligations EDF, donc l'autoconsommation dont je vous parlais à l'instant. Le contrat, c'est pas tout. Le contrat, c'est bien. Il a des conditions générales, il a des conditions particulières. Bon, il faut les lire. C'est pas écrit, c'est pas du chinois. En général, on arrive à peu près comprendre ce que veut EDF. Mais le contrat, il vient en complément de la loi et de la réglementation.
Donc il y a des textes en matière d'énergie renouvelable, il y a ce qu'on appelle le code de l'énergie, hein. Il y a le code civil, il y a le code de la route, il y a le code rural, mais il y a aussi le code de l'énergie, dans lequel il y a plein de petites choses intéressantes à découvrir. Mais bon, comme livre de chevet, c'est pas mal, mais il faut vraiment être très, très en forme pour le lire jusqu'au bout, je vous assure. Donc il vient en complément des textes, et il y a aussi des circulaires. Et ces circulaires, elles sont super importantes, par exemple sur un domaine qui est le repowering. Aujourd'hui, quand vous avez une centrale que vous avez montée en 2010, bah vous la voyez tourner, et puis vous dites, ah, la centrale a 10 ans, le panneau photovoltaïque il commence un peu fatigué, je vais faire un repowering. Ça veut dire quoi? Bah, je vais changer tous les panneaux, puis je vais en mettre des neufs. Et ouais, non mais ça ne se fait pas comme ça, hein. Ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y a des règles qui sont à respecter. On ne peut pas, comme ça, prendre les panneaux et en mettre des nouveaux. On peut, en tous les cas, uniquement dans un certain cadre juridique qui est déterminé par des textes et notamment par des circulaires. Et en matière photovoltaïque, vous avez 3 circulaires. Alors on appelle ça des courriers, ou l'inverse, c'est des courriers, on appelle ça des circulaires. Bon, il y en a une qui concerne les contrats de 2006 et de 2010, une qui concerne les contrats de 2011, de 2017 et ceux qui sont en appel d'offres créés, et une qui concerne à peu près toutes les installations qui sont en guichet unique. Donc les installations qui bénéficient d'un contrat de vente d'énergie avec un tarif qui est déterminé par la loi. Et on ne fait pas n'importe quoi. Je vous prends cet exemple. Il y a maintenant 2 mois, je vais voir si mon cousin est là, il n'est pas là. Il y a 6 mois, un de mes cousins m'appelle, il a une centrale de 250 kg. Il me dit, je veux changer les panneaux de ma centrale de 250 kg. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la grêle. Ok, tu as pris la grêle. Et donc tu vas les changer. Bah ouais, j'ai donné à un gars, il va arriver, puis il va me changer tous mes panneaux. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir changer les panneaux photovoltaïques, il y a encore une fois des règles. Par exemple, dans l'instruction dans ce que nous raconte EDF, donc vous avez ces trois circulaires. Je lui dis, écoute, ta centrale, tu l'as montée quand? À quelle date? Eh bien, en fonction de la date de la centrale, soit il pourra faire du repowering uniquement en cas de dommages ou risque avéré sur les personnes. Ouais, j'ai fait une redite. En cas de dommages ou risque avéré sur les personnes et les biens. En clair, il faut que les panneaux photovoltaïques soient tout pétés et que tellement cassés que ça doit fuir dessous. Et donc, ça met en risque votre stabulation ou votre hangar, peu importe. Donc là, vous pourrez en effet faire du repowering, mais pas n'importe comment. Pour faire ce repowering, il faut faire passer un expert, soit un expert en assurance, soit un expert indépendant mais qui est cofraqué, donc ça veut dire qu'il y a une habilitation, soit qu'il y ait une décision d'un tribunal de justice. C'est le pléonasme, d'un tribunal. Donc on ne fait pas n'importe quoi avant de s'amuser à faire du repowering. Parce que si vous faites ça, et on a le cas, autour de Clermont, on a le cas d'une centrale, le gars il a pris les panneaux, il les a mis de côté, un autre est arrivé, il lui a changé tous ses panneaux, il a perdu ce contrat d'obligation d'achat. Et on ne peut rien y faire. Ce contrat, il est mort. Donc si on veut s'amuser à faire du repowering de centrale, on suit les règles établies par EDF. Pas la peine de le tribunal, on perd. Donc on suit les règles. La circulaire de 2018, elle est beaucoup plus sympa. Donc elle concerne les contrats 2011 et 2017. Parce qu'elle prend en compte les défauts techniques des panneaux ayant pour effet une perte anormale. En gros, si votre panneau il a vraiment un problème et tous les panneaux ont un problème et il y a une chute de productible, vous pourrez dire, bah moi je considère que je peux changer ma centrale en totalité et faire du repowering. Et vous ferez passer un expert qui va constater que votre centrale, elle devait faire 250 kg et qu'à l'instant T, elle ne fait plus que 150 kg. Et donc, ils vont faire des petits calculs et démontrer qu'on est au-delà de la perte de productivité de 1% par an. Et dans cette hypothèse-ci, vous pourrez faire du repowering sur votre centrale photovoltaïque. Et la circulaire de 2021, alors elle est commune à toutes, c'est ce que je vous indique, elle exige le rapport d'un bureau technique agréé COFRAC. Donc avant de faire passer, vous faites votre devis pour voir si votre centrale elle va bien ou pas, vous faites votre devis pour regarder combien ça peut vous coûter de changer la totalité des panneaux parce qu'ils ont pris la grêle, parce qu'ils ont un problème technique, parce qu'ils sont en fuite. Mais avant de faire quoi que ce soit, vous faites passer un expert. Expert judiciaire, expert COFRACé, ou tribunal, enfin un expert nommé par le tribunal. Mais c'est extrêmement important de le faire, sinon vous risquez de perdre encore une fois votre contrat d'obligation d'achat. Alors notre avis, parce que on sait qu'il y a des agriculteurs et des industriels qui ont changé leurs panneaux photovoltaïques sans le dire à EDF. Bah, c'est la fameuse règle du pas vu, pas pris. S'ils ne me voient pas, je continue à injecter. Bon. Moi je conseille plutôt de bien dormir et que le pas vu, pas pris, vous avez quand même le risque... Il est faible, soyons clairs, le risque. Je ne sais pas si 0,1% des agriculteurs ont été effectivement contrôlés ou 0,1% des industriels, j'en sais rien. Mais comprenez bien que si EDF
constatez que vous avez changé les panneaux, vous avez changé la technique de pose, alors que vous n'avez pas respecté la procédure avant de faire passer un expert notamment, vous vous mettrez en difficulté économique vis-à-vis d'EDF. Je crois que j'ai fini, ou je pourrais écouter votre question. Eh ben ouais, j'ai fini. Donc il y a une question. Comment ? Ils sont tatillons parce que ils sont tatillons. Je vous la refais. Le prix de l'énergie, il y a, on est en période bizarre aujourd'hui, mais le prix de l'énergie, il y a 1 an et demi, c'était environ 50 € le mégawattheure en moyenne. Quand vous vendez votre énergie à EDF, vous la vendez entre 80 et 600 € en moyenne à EDF. Ok ? Attendez, oui, vous allez voir. Ok. C'était avant. Oui, mais il y a encore des centrales qui tournent comme ça. Les S06, elles sont encore à 600 balles. Hein. Bon. Quand EDF vous paye, imaginons que le prix, ça soit 200 €. Donc il vous donne 200 €. Le prix sur le marché de l'énergie, il est à 40 €. Donc EDF vous paye 200 balles et il revend 40 balles. Il fait une perte. Il fait une perte donc de 160 € par mégawattheure. Donc tous les ans, EDF, ils vont voir le ministère de l'énergie et ils disent à EDF, donne-moi la compensation pour toutes les centrales que j'ai en France. Donc il fait un calcul, 160 € multiplié, ça fait aux alentours de 3 milliards d'euros. Le problème, c'est que EDF a des contrôles exercés par le ministère en charge de l'énergie. Des contrôles. Donc quand le ministère arrive chez EDF, il dit voilà, moi je veux, tu as 1000 dossiers, tu m'en sors 25 et je veux voir exactement ce qui s'est passé sur ces dossiers. Et le ministère va regarder s'il y a eu un problème dans le cadre de l'exécution de ce contrat, si en effet il n'y a pas eu du repowering, enfin en gros s'il y a des choses qui n'ont pas été correctes. Et si EDF n'a pas correctement surveillé ce contrat, si EDF n'a pas été tatillon, comme vous le dites, eh bien EDF ne sera pas remboursé par l'État. Donc ça fait une perte sèche pour EDF, pour votre centrale, 260 € le mégawattheure, et ça sur toute la durée de centrale jusqu'à la fin. Donc c'est une perte sèche pour EDF. Comment ? Vous avez qu'à mettre comme condition qu'ils ne produisent pas plus. Eh ben oui, mais j'ai pas fait les contrats, je vous assure. Hein. Mais ouais, mais c'est comme ça néanmoins. Ça leur rapporte de l'argent. Oui, je confirme. Aujourd'hui, ça leur rapporte un fric fou. Oui, parce que le prix de l'énergie, il est pas à 40, il est à 350. Comment ? Il faudrait voir les bilans de fin d'année. Mais en effet, ça va être quelques milliards d'euros. Mais vous savez, ça rapporte de l'argent vis-à-vis des producteurs. Mais EDF a tellement été, on leur a tellement appuyé sur la tête avec le sujet du nucléaire que je ne sais pas, je ne conseillerais pas d'acheter des actions chez EDF. Et pourtant, ma famille sont soit agriculteurs, soit chez EDF. Oui, exactement. N'est-ce pas ma famille est soit chez EDF, soit agriculteur. Voilà. Dites. Parce qu'il suffisait de quelques centimes pour maintenir une filière française, alors que Nathalie Kosciusko, ça a été là. Pour le photovoltaïque ? Ouais, mais si vous voulez, là je vais être direct aussi avec vous. Hein. Photovoltaïque, en 2008-2009, l'État a dit les tarifs photovoltaïques sont beaucoup trop élevés. Ils sont trop élevés, ok ? Mais il n'a rien fait. Donc tout le monde s'est précipité. Tous les 3 mois, l'État disait les tarifs sont trop élevés. Donc qu'est-ce que faisaient les opérateurs ? Ils construisaient du photovoltaïque de plus en plus, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 2010. Ce qui fait que ça a coûté un fric fou, parce que l'État n'a pas baissé le prix du photovoltaïque, mais à cause de qui il n'a pas baissé à votre avis ? La FNSEA. Oui. Non, à l'époque, j'étais chez EDF, monsieur. Et à l'époque, la FNSEA avait dit, si vous baissez le prix... Attendez, on fera un débat après. Mais la FNSEA disait, le photovoltaïque, c'est une manne qui est très importante pour les agriculteurs. C'est vrai. Seulement, la FNSEA s'est fait emberlificoter par les producteurs d'énergie, les développeurs d'énergie, qui lui ont dit, mais en 2006, 2007, 2008, on perdu du fric. Laissez-nous en gagner maintenant en 2009-2010. Le problème, c'est qu'ils en ont gagné en 2009-2010 d'une façon absolument exagérée. Et la FNSEA qui s'est fait berner n'empêche à très très fortement insister pour reculer sans arrêt la baisse du prix du photovoltaïque. Oui. Ah non, mais je ne vous dis pas que les politiques ne sont pas des buses. Je vous dis que d'abord, c'est assez compliqué pour eux de comprendre quels sont les modèles économiques, mais qu'il y a quand même une partie lobbying qui est très forte. Maintenant, aujourd'hui, je pense que le monde s'est à peu près stabilisé.
On veut faire beaucoup de photovoltaïque, à mon sens de façon un peu exagérée, parce qu'il faut quand même, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, l'énergie c'est bien, mais l'énergie pour les hommes c'est la nourriture. Donc faire un choix entre l'agriculture et l'énergie, il n'est pas bon. Il faut pouvoir mêler les deux. Hein. Non mais si vous écoutez tous les écolos, on ne va pas y arriver. J'ai une question, Jérôme, par rapport au risque financier de la perte d'un contrat d'achat. Est-ce que c'est uniquement la perte du contrat d'achat et du coup un perte de chiffre d'affaires futur, alors qu'on va encore potentiellement avoir des crédits à rembourser et des charges à payer, mais est-ce qu'il peut y avoir des pénalités aussi à verser auprès d'EDF? Non. Alors, il y a deux choses. Si tu résilies, toi, ton contrat d'achat, tu peux être condamné, selon le type de contrat, à rembourser la totalité des sommes que tu as versées EDF depuis le début du contrat. Ce n'est pas sur tous les contrats, ce n'est pas en hydroélectricité par exemple, mais c'est le cas en photovoltaïque pour certains contrats. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui des développeurs photovoltaïques qui viennent voir les agriculteurs en disant « Résiliez votre contrat, je vous laisse toute l'énergie et on le mettra sur le marché. » Il faut faire attention. Parce que le marché, il y a encore 2 mois, il était à 500, 600. Là, il va être à 200, 250 et peut-être qu'il va être capé à 200. Mais d'autre part, il y a des développeurs qui ne sont pas dans la salle, sinon j'en ai un que je connais bien, qui n'est pas très bon juridiquement, et qui, lui, a fait résilier des contrats et qui ne s'est pas rendu compte de la somme qui devait être remboursée par le producteur à EDF. Donc on se met en risque. On se met en risque, il faut bien étudier le contrat, sachant même que la CRE, Commission de régulation de l'énergie, a dit on veut éviter les abus de la part des producteurs. Donc il est possible que, même quand le contrat ne le prévoit pas, on aille néanmoins chercher la responsabilité du producteur de façon à essayer de couvrir les coûts que l'État aura subis du fait de la résiliation du contrat. Donc il faut faire très attention à ces mécanismes-là. En revanche, pour les agriculteurs dont la centrale a fait l'objet d'un appel d'offres de la CRE, là, la CRE, donc la Commission de régulation, incite pour aller sur le marché, donc de vendre les contrats dans le cadre de ce qu'on appelle de PPA, donc en gros des contrats de vente d'énergie qui ne sont plus aidés, qui n'ont plus rien à voir avec le marché, mais en tous les cas qui ne font plus l'objet d'un contrat typiquement signé avec EDF, avec la CRE en surveillance. Autre question sur le photovoltaïque et l'énergie. Bah écoutez, je vais être à... Ah oui, pardon. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'année dernière, donc 2021, enfin je me souviens plus bien de la date avec le Covid, mais que la France a installé moins de panneaux photovoltaïques que la Belgique? Est-ce que la complexité des contrats et la complexité des raccordements peut expliquer ça? Je pense que c'est beaucoup lié au raccordement. Parce qu'on sait qu'il y a des problématiques chez Enedis de raccordement aujourd'hui. Le principal frein au jour au développement du PV, ce n'est pas tellement l'environnement, c'est le raccordement, c'est l'accès au réseau. Parce que déjà, la Belgique est un pays qui est très connecté sur le plan électrique, industriel, et très connecté. Et il n'y a pas beaucoup de besoin de renforcement du réseau électrique lorsque vous faites une centrale de grande puissance. En France, quand vous êtes dans la Pampa, je reprends ma Nièvre, dans la Pampa, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, il y a des raccordements, évidemment. Mais pour aller raccorder une centrale photovoltaïque au réseau, il faut tirer des câbles. Alors, il y a un coût, mais ce n'est pas tellement lié au coût. C'est lié, alors cette fois-ci à nouveau, aux problématiques d'environnement et d'urbanisme, parce que vous devez faire une servitude, vous devez aller sur le territoire peut-être d'un particulier, et donc le délai de raccordement peut être très long. C'est au moins 9 mois chez Enedis quand on veut raccorder les 250 kg, voire plus de 250 kg, 9 mois, ça me paraît même optimiste. Donc je pense que c'est extrêmement lié à cela. Après, vous avez des effets de seuil. Des effets de seuil où il y a eu moins d'appels d'offres de la CRE l'an dernier parce que c'était tellement le cirque dans le monde de l'énergie. Et la crise du Covid a également entraîné une augmentation du prix des panneaux photovoltaïques et de l'aluminium. Et ça concernait surtout les panneaux qui étaient en intégré bâti, enfin, sur les bâtiments. Donc je pense que c'est des périodes comme ça. Mais aujourd'hui, la puissance en France, je crois qu'elle se développe pas mal, mais il y a le problème du raccordement et des gestionnaires de réseau qui n'arrivent pas à suivre le rythme qui est demandé par les développeurs photovoltaïques. Une question sur la revente de l'énergie à des particuliers. Nos agriculteurs qui peuvent avoir de l'autoconsommation, qu'en est-il aujourd'hui de possibilités de revendre de l'énergie à son voisin, au gîte du coin, au restaurant du coin? Est-ce qu'aujourd'hui on est avancé là-dessus et quelles sont les règles? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'en France, vous avez une notion qui est la notion de fournisseur d'énergie. Il est très difficile de consommer l'électricité du voisin sans passer par un fournisseur d'énergie. Donc vous devez, imaginons que vous avez
Ouais, vous avez un agriculteur et à côté, il y a 3 ou 4 maisons. Bah, en fait, il faut faire un montage qui est un peu compliqué, qui est ce qu'on appelle un montage d'autoconsommation collective. Donc il faut monter une personne juridique, souvent c'est une association, et c'est l'association qui va gérer la relation contractuelle entre l'agriculteur et les personnes physiques. Sachant qu'il y a un point qui est important, vous en tant que consommateur, vous ne pouvez pas vous passer d'un fournisseur d'énergie. C'est le fournisseur d'énergie qui dispose d'un agrément ministériel qui vous donne le droit d'accéder au réseau électrique. Ou alors, c'est Enedis qui va vous donner les capacités, le transformateur, mais celui qui vous donne le droit d'acheter de l'énergie à un producteur, c'est uniquement le fournisseur. Ce qui fait que la relation contractuelle directe entre un agriculteur et un consommateur, elle passe nécessairement par un fournisseur qui va accepter d'entrer dans le montage contractuel. Parce que de toute façon, votre consommateur, si vous lui faites du photovoltaïque, il ne va pas siloter, il ne va pas couper son alimentation électrique vis-à-vis d'Enedis, il ne pourra pas. Donc nécessairement, vous avez ce jeu qui existe. Alors, il y a d'autres montages qui sont en train d'être développés avec de l'achat en gros de producteurs. Enfin, en gros, vous avez 15 producteurs PV, on monte une centrale d'achat, on identifie des fournisseurs et on fait en sorte enfin plutôt, on identifie des consommateurs et avec un fournisseur avec lequel on bosse, on essaie de leur flécher la totalité de l'énergie. Mais le montage, il est encore dans ses balbutiements. Il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous faites un montage en autoconsommation, enfin plutôt, historiquement l'autoconsommation, c'est quoi? C'est un producteur, une usine, notamment dans les Alpes, qui va monter une centrale hydroélectrique à côté de chez lui. Et il va utiliser l'électricité qui vient de la centrale. Quand le photovoltaïque s'est développé, l'État a eu peur pour son EDF, parce qu'il s'est dit, ils vont me foutre du PV partout, et je vais faire quoi moi? Parce que n'oubliez pas une chose, à qui appartiennent les réseaux électriques? À Enedis? Non, aux collectivités territoriales. Eh ouais, Enedis n'est que concessionnaire. Donc la collectivité territoriale, elle pousse non plus pas tellement au développement de l'autoconsommation, ou alors elle pousse sur le plan politique, mais il faut bien comprendre que financièrement, elle n'y a aucun intérêt. Parce qu'elle touche énormément de taxes grâce à Enedis, grâce à GRDF, sur le fait qu'ils exploitent le réseau. Donc l'autoconsommation, l'État voit ça avec un œil un peu bizarre en disant, enfin, ils voyaient ça avec un œil un peu bizarre en disant, mais s'ils me font ça, ils vont me shooter EDF, ils vont me shooter Enedis, et en plus je vais me faire engueuler par les collectivités territoriales. Donc ils n'étaient pas trop d'accord. Alors maintenant qu'il y a la folie furieuse de l'énergie et qu'il faut en faire dans tout et n'importe quelle condition, on se dit bon, on va encourager le photovoltaïque. Mais il faut bien comprendre derrière quel est le ressentiment de l'État et encore une fois les collectivités territoriales. Donc les montages, pour vous répondre, ils existent, mais honnêtement ils sont compliqués. Ils sont compliqués et il faudrait presque en faire un montage test et regarder ce qui peut être fait. Mais aujourd'hui économiquement vous n'avez aucun intérêt. Enfin voilà, pragmatiquement vous n'avez aucun intérêt. Mais je dirais que écologiquement, ouais, ça fait que le consommateur il sait d'où vient son énergie. Bon, c'est pas plus mal. Mais économiquement, au prix de l'énergie, vous avez intérêt à la vendre à des fournisseurs qui vont vous acheter ça un fric fou. Et après, l'emmagasiner, le cumuler avec leur propre production d'énergie pour aller le vendre à des consommateurs finaux. Donc les modèles ne sont pas encore stabilisés. Vous voulez toujours ma question? Oui, mais oui. Je complète cette de monsieur. C'est vrai qu'en campagne, pour en mettre sur les bâtiments, il faudrait que le raccordement soit gratuit. Parce qu'on fait des moins de 100 kilos. Bien sûr, en ville, des 500 kilos, c'est facile à amortir. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on ne peut pas être complètement autonome? Quand on parle autoproduction, on parle autoconsommation, rapport entre les deux, est-ce qu'on ne peut pas avoir un circuit à nous branché sur les 100 EDF et rien à dire? Et comment faire pour stocker ce supplément de... Il est le problème, c'est le problème du stockage. Parce que alors, maintenant, ils appellent ça des batteries virtuelles. Alors, c'est avec des fournisseurs qui font ça. Il y en a 2 ou 3 qui font ça en France. Donc, je dois être au conseil des 2 d'ailleurs. Mais ils sont 3, je dois être derrière 2. Donc, c'est les batteries virtuelles, c'est un peu compliqué. Mais en revanche, ça serait les batteries. Alors, moi, je pense qu'il va y avoir un développement des batteries. Enfin, il y en a déjà beaucoup. Il y a un fort développement des batteries. Mais notamment des batteries usagées. Parce que quand vous avez une bagnole, à partir du moment où votre batterie, elle n'est plus qu'à 60%, la batterie, elle part à la benne. Ou pas loin. Alors qu'il y a des entreprises avec lesquelles je travaille qui font du photovoltaïque et qui récupèrent des batteries usagées et ils font des murs de batteries. Des nuances murs, c'est que des batteries de voiture ou autres batteries et eux ils stockent. Mais le principe c'est que l'élec ça ne se stocke pas ou alors ce que vous stockez c'est de l'énergie cinétique quand vous faites des barrages mais ça ne peut pas se stocker. Donc être en autoconsommation pure c'est techniquement compliqué et même je connais même pas d'industriel aujourd'hui qui s'est mis en îlotage donc qui s'est coupé du réseau Enedis. Il conserve quand même un accès au réseau Enedis. Mais encore une fois, ça met un coup de stress
à l'État et à EDF et aux autres parce qu'ils disent mais mon réseau, est-ce qu'il va être encore utile? En Afrique, il y a bien des villages qui sont autonomes. Ouais, mais il n'y a pas de réseau. Donc, là où je voudrais appuyer sur le virtuel. Ouais. C'est bien du point de vue mental. Pourquoi c'est pas... Parce que c'est le fait de l'utiliser, même si on consomme la nuit, on fait le point à la fin du mois, on le reporte le mois suivant. Oui, mais c'est un habillage financier. C'est un habillage financier. C'est virtuellement votre opérateur qui fait du virtuel. Il récupère l'énergie et puis il va simplement la vendre à quelqu'un au même moment pour en acheter un autre. Et il fait de la compensation sur les marchés. Mais dans réalité, la batterie virtuelle, physiquement, c'en est pas une. C'est un truc un peu virtuel. Alors il vous dit en effet que son modèle économique est vachement bien, franchement. Même c'est intéressant pour les consommateurs. Mais les LEC, ça ne se stocke pas et puis c'est tout. Alors seulement, encore une fois, dans une batterie ou de l'énergie cinétique. Merci. Dans l'explication précédente, vous disiez que vous étiez dans le cas où tout le monde était encore connecté, enfin on faisait de l'autoconsommation en groupement, quoi, mais où tout le monde était encore connecté, avait aussi sa connexion Enedis. Mais si jamais on enlève cette contrainte-là, c'est-à-dire que si on passe sans connexion Enedis, légalement, est-ce qu'on a le droit de le faire et comment on peut le faire? Ben oui, mais vous pouvez, mais votre panneau photovoltaïque, vous aurez quelle électricité à 18h en décembre? Oui, non, mais évidemment, il faut mettre en place des moyens de stockage ou des générateurs qui vont bien. Mais qui sont super chers. Mais ma question, c'est légalement. Oui, vous pouvez. J'ai le droit de le faire. Ah oui, vous pouvez mettre dans une ferme et puis couper votre alimentation électrique, vous faites ce que vous voulez. Oui. D'accord. Mais personne ne le fait parce que c'est pas rentable. Oui, aujourd'hui, c'est pas rentable. Vous n'avez pas de moyen de stocker. Enfin si, il y a des gars qui ont des panneaux photovoltaïques. Quand il y a du soleil et qu'ils n'utilisent pas l'électricité, ils font chauffer un chauffe-eau. Et donc ils sont en autarcie complète. L'autarcie est juridiquement légale. Vous pouvez être en autarcie. Dans les faits, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu les originaux qui font ça. Mais très bien, au contraire. Et original, c'est pas péjoratif. Mais l'autarcie électrique, j'en connais pas. Alors en plus, en entreprise industrielle, j'en connais encore moins. Oui, en France, oui. Ouais. En France, non. En Afrique, je travaille au Bénin. Bénin, en effet, il y a des boîtes qui se mettent en autarcie. Ça existe. Mais leur réseau électrique, il s'arrête entre 3h et 5h. Parce que, on n'est pas aux coupures 3 longues sur 3 ans. Les coupures, ça peut durer 2 jours là-bas, voire 15 jours, voire un mois. Oui, c'est pas les mêmes modèles. Oui, la différence, c'est qu'aujourd'hui, les panneaux photovoltaïques sont à 50 centimes d'euros, en gros, le watt-crête, ouais. Alors qu'il y a quelques années, en France, ils étaient beaucoup plus chers. Oui, bien sûr. Et ça vient de Chine. Il se trouve que les batteries, ici, sont encore vendues genre 6 000 ou 10 000 euros les 10 kWh. Alors qu'en Chine, c'est à 131 euros le kilowattheure. Donc, quand la vague va arriver ici, les batteries sont plus intéressantes. Les batteries vont tomber. Mais de toute façon, quand on regarde le prix des batteries, il est en baisse aussi forte que le prix du photovoltaïque. Ah oui. Donc on pense à bouger. Après, vous avez des sujets de batterie selon certains métaux. Alors, il n'y a quasiment plus de métaux rares et de terres rares dans les batteries. Ça, c'est bon. Lithium, fer, phosphate. Ouais, exactement. Donc avec ça, ce qui fait que ça se trouve. Et ça ne brûle pas en plus. Oui, en plus, c'est l'avantage de ne pas brûler, contrairement à d'autres. Mais je pense que le prix des batteries va baisser. Après, il y a quand même des sujets écologiques réels sur le retraitement de la batterie. Est-ce que l'on peut les disséminer autant? Est-ce que vraiment on a besoin de batteries aujourd'hui? Je crois que l'État pousse plutôt sur les mécanismes d'effacement de consommation. Donc de rémunérer les gens qui ne consomment pas. Ça existe depuis 15 ans. On appelle ça les EJP, effacement au jour de pointe, avec EDF. Bon, les EJP, ça a disparu en 2004. Ça a été réinventé en 2009 par des opérateurs qui vont voir des industriels et RTE en fait paye les industriels pour ne pas consommer. Ça marche beaucoup pour les sidérurgistes, pour des boîtes qui ont des process où il y a une inertie forte sur le machine thermique. Mais l'équilibrage est plus, mon avis, malin comme ça que de faire de la batterie, étant entendu que la batterie, c'est pour les voitures. Vous avez une batterie et vous ferez du repowering avec l'énergie que vous aurez accumulée la journée et vous la injectez sur le réseau à partir de 18h30. Ça se fait. Mais d'ailleurs, je vais vous prendre un exemple, c'est quand même rigolo. L'autre jour, j'étais sur Facebook et je vois une vidéo de notre ministre, Agnès, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon. Et en fait, elle essayait d'expliquer ce que c'était justement que les voitures qui récupèrent l'électricité, qui mettent ça sur le réseau. Et tout le monde se fichait d'elle. Et vraiment, il se fichait d'elle, mais elle raconte n'importe quoi. Mais non. Le problème de l'électricité, c'est que c'est compliqué. Et que ce qu'elle disait, elle essayait de dire en termes simples le fait qu'une batterie, oui, elle peut utiliser le soleil la journée, et à 19h, elle va réinjecter l'électricité dans le réseau. Mais ça existe depuis des années. Ça se développe, c'est pas encore parfait, mais néanmoins, ça se développe. Donc ces mécanismes-là devraient nous conduire à limiter la construction d'ouvrages électriques et donc à limiter le coût de notre propre électricité.
Mais c'est un domaine qui est complexe. Mais qui néanmoins est une opportunité extrêmement forte pour ceux qui ont du foncier. Enfin, je prends ce dernier exemple, j'étais un promoteur immobilier la semaine dernière, il m'a dit dans les 4 ans, je vais construire 10 gigawatts, 10 000 hectares de photovoltaïque. EDF a dit que dans les 4 ans, c'était 30 gigawatts, 30 000 hectares. Donc, on est sur des modèles dans le domaine qui sont absolument fous. Étant entendu que la centrale nucléaire, avant de pouvoir compenser avec le nucléaire qui manque, il nous faudra 10 ans. Donc de toute façon, on aura besoin de foncier. J'ai lu ce matin le prix à l'hectare en Allemagne, c'est de la prairie à vache, 21 000 hectares en moyenne. Aux Pays-Bas, 66 000 hectares. En France, 6 000, notamment pour des raisons fiscales. Mais il est clair, il va y avoir une tension, notamment sur les hectares qui sont à proximité de réseaux électriques. C'est évident. Évident. Donc ce sont des opportunités qu'il faut prendre, mais tout en faisant l'équilibre entre l'agriculture et celle que l'on connaît pour nourrir les Français et leur donner de l'énergie de nourriture et l'énergie électrique ou gazière que l'on va mettre en place. Encore des questions ou je vais me coucher ? Je vais vous embaucher comme ça dans toutes les conférences que je ferai, vous viendrez et vous ferez des questions. Non, mais... Et au tribunal avec moi en plus. Ça, c'est mes petits-enfants qui commencent que je suis pénible. Non, vous parliez des surfaces. Quand on voit qu'ils voulaient passer de 4% à 10% de jachère en France, 4%, je suis de la Haute-Loire, ça correspond à la surface de la Haute-Loire, qu'on paye pour ne rien y faire dessus. Ils voulaient monter à 10%, c'est-à-dire comme la Haute-Loire est à 50% de boisé, donc il y a 50%, ça correspondait à 2 Haute-Loire. Et s'ils montaient à 10%, ça correspond à 5 Haute-Loire. Donc il y a la place de faire un peu de photovoltaïque pour accompagner, y compris les agriculteurs. Je ne sais pas, peut-être je suis à côté de la plaque, mais je le ressens un peu comme ça. Moi, je pense qu'il y a le foncier, il faut le développer, mais pas n'importe comment. Et je pense que les annonces gouvernementales il y a quelques semaines, elles sont pas adaptées parce que on incite à peu près à faire n'importe quoi. Et je trouve ça dangereux parce qu'on oublie que l'objectif principal et premier de la Terre, c'est quand même faire de la nourriture. Le photovoltaïque, c'est bien, mais il faut quand même... Alors, on est en train d'avancer. Je prends cet exemple. Je travaille avec un producteur de Beaujolais. Je suis Lyon, alors évidemment, le Beaujolais, pas le Beaujolais. Et il me dit, on va essayer de mettre des ombrières photovoltaïques sur les vignes. Parce qu'avec le soleil qui tape, on a trop d'alcool sur le raisin, donc mettre des ombrières serait pas mal. Oui, mais s'ils font ça, ils perdent son AOC. Donc, on est en train de travailler à trouver... Étant entendu que là, le panneau, il bougerait, parce qu'évidemment, s'il n'y a pas de flotte qui tombe par terre, c'est un peu gênant, surtout s'il y a de l'air. Bon. Donc on trouve des solutions aujourd'hui techniques pour permettre de lier vraiment l'agriculture au photovoltaïque. Mais elles ne sont pas encore pas parfaites. Alors il faut voir les copains qui sont autour. Là, je vois TSE, expert de l'agrivoltaïsme. Il doit y avoir Terre et Lac aussi qui en fait beaucoup. J'adore là. Il y a Iris Solaris qui en fait. Donc ils commencent à vraiment aller là-dessus. Mais il faut quand même voir que sur le pas de temps, le photovoltaïque, c'est rentable depuis quoi ? Vraiment rentable pour tous depuis 7-8 ans. Enfin, 7-8 ans, qu'est-ce qui se passera dans 3 ans ? On voit une telle vitesse aujourd'hui sur les techniques, photovoltaïques et agrivoltaïques, que je pense que on va avoir un développement de ces projets qui sera plus en adéquation avec les priorités des agriculteurs. Et j'espère que mes cousins qui ont monté des centrales photovoltaïques sont contents de leur centrale. Bon, écoutez, si vous voulez discuter un peu à la Banque Populaire, dans le coin de la Banque de la Transition énergétique, de la Banque Populaire, donc, ça sera avec plaisir autour de votre stand. Et merci pour votre accueil et vos questions. Merci. Merci.